plus gros problème des youtubeurs, c'est réellement qu'ils pensent comme des youtubeurs. Ils ne pensent pas réellement comme des entrepreneurs. Parce qu'un youtubeur, lui, il se concentre principalement sur le nombre d'abonnés. Bon, d'abord, moi, je n'aime pas me considérer comme un youtubeur parce que je m'en fous clairement du nombre d'abonnés. Ce n'est pas l'élément, ce n'est pas le critère que je regarde en premier. Le critère que moi, je regarde en premier, c'est la durée de visionnage, plus précisément la durée moyenne de vue. Parce que moi, j'ai envie que chaque fois que je fais une vidéo, mon message puisse être entendu. En fait, j'aborde les choses sous l'angle marketing. Le marketing, c'est se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre réellement ce qu'il a besoin. Donc, moi, je vois mes vidéos comme des produits. Donc, ma vidéo est un produit et il faudrait que mon produit soit bien marketé. Et pour que mon produit soit bien marketé, il faudrait que cela puisse correspondre à mon audience cible. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que le plus gros problème des youtubeurs, c'est qu'ils pensent comme des youtubeurs et non comme des entrepreneurs parce qu'ils se concentrent exclusivement, essentiellement sur le nombre d'abonnés. Ils ne sont pas prêts à payer pour avoir les retours rapidement. Moi, je me rappelle, j'étais autour de 400 abonnés. J'avais déjà un monteur dans le commande. Bon, j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que je payais beaucoup de personnes. Et à l'époque, je gagnais un truc comme... bon, je pense que c'était mon premier mois où j'étais en contrat. Donc c'était mon premier mois où je gagnais, disons, un peu plus que le SMIC. Donc du coup, j'ai recruté un monteur à temps plein. Je disais que bien que ma chaîne n'est pas encore rentable, je paye un monteur. Pourquoi? Parce que je veux éviter le plus rapidement possible le maximum d'euros. Mais ça, les youtubeurs ne sont pas prêts à faire ce sacrifice. Moi, ça, c'est depuis à peu près 10 mois que je dépense dans des monteurs, je dépense dans des graphistes, je dépense dans des community managers sans réellement avoir un retour sur investissement. Et c'est ça qui est donc dur. Parce que tu dépenses sur un monteur, ensuite tu analyses les chiffres, tu te rends compte que c'est pas assez. Lorsque je vois ici mon taux de clic, par exemple pour le mois de juin, c'est 2,8%, le mois de mai 3,3%, le mois d'avril 3,4%, mois de mars 3%, mois de février 3,5%, mois de janvier 3,7%. C'est extrêmement faible, extrêmement faible. Et chaque mois, je dépense plus de 50% de mon salaire dans les collaborateurs. Et il n'y a pas de retour sur investissement. C'est dur. C'est dur. 8 mois où je me prive au maximum. Je vis dans un quartier pas très sécurisé. Tout le monde me dit, tout le monde m'incite à rejoindre des groupes d'amis. Mais j'ai dit non. Parce que j'ai mes objectifs à poursuivre. J'ai mes ambitions. Et moi, tous les jours, si tu me demandes entre mes ambitions et mes amis, je réponds tous les jours sans aucune hésitation. Et 2 fois par jour, même à 4 h du matin, tu me lèves en plein sommeil. Que choisis-tu entre tes ambitions et tes amis? Bon, tes connaissances, pour être beaucoup plus précis. Je choisirai chaque jour mes connaissances, mon ambition. Et malheureusement, les youtubeurs se concentrent sur le nombre d'abonnés comme si c'est ça qui permettait de payer les factures. On s'en fout du nombre d'abonnés. Les abonnés de YouTube restent des abonnés de YouTube. Les abonnés de Facebook restent des abonnés de Facebook. Les followers d'Instagram restent des followers d'Instagram. Les followers ou bien des abonnés de TikTok. Bon, je ne sais pas s'ils appellent ça followers ou bien abonnés. Parce que moi, je ne consomme pas TikTok. Bon, anyway, peu importe l'appellation que vous donnez aux abonnés de TikTok, moi, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de savoir combien est-ce que tu peux générer à partir de ta présence sur les réseaux sociaux. Moi, je vois cela comme des outils pour gagner de l'argent. Point barre. Point barre. Je vois YouTube comme un outil pour
gagner de l'argent. Et je sais que pour pouvoir gagner de l'argent, il va falloir dans un premier temps avoir de la visibilité. Et pour avoir la visibilité, j'ai mon produit. Il faudrait que mon produit intéresse des personnes. Donc, en fait, voilà. Si je devais faire un parallèle ou bien une analogie, je dirais que la vidéo, c'est comme le produit, c'est comme le fond. Maintenant, il faudrait la forme. La forme permet d'habiller le fond de manière à rendre le fond plus attrayant. C'est ça le rôle de la forme. Et la forme doit convenir à l'audience cible. La forme doit convenir à la clientèle cible. Donc, lorsque je dis que je vends ma vidéo comme un produit, donc il faudrait que la forme, donc tout ce qui concerne le montage, la miniature, la manière d'optimiser la vidéo sur YouTube, si on est sur Facebook, la manière d'optimiser la vidéo pour l'algorithme Facebook, si on est sur TikTok, la manière d'optimiser le short pour l'algorithme TikTok, si on est sur Instagram, la manière d'optimiser le réel pour l'algorithme Instagram. Donc pour chaque algorithme, il faudrait optimiser le produit, il faudrait rajouter la forme de manière à ce que cela correspond, cela fit exactement avec ce que demande l'algorithme. Et c'est donc là le problème. Lorsque je consulte mes données, parce que moi je suis beaucoup plus sur YouTube, lorsque je consulte mes données et je vois que malgré les salaires que je verse chaque mois, je n'ai toujours pas de résultat. Mon premier réflexe ne devra pas être en train de vouloir blâmer les autres, non. Mon premier réflexe est de savoir qu'il y a quelque chose dans la machine, qu'il y a quelque chose dans le process qui n'a pas été effectué correctement. C'est tout. Donc soit je ne suis pas dans la bonne niche. Ça c'est un élément, un facteur clé d'échec. Ou alors la miniature n'est pas excellente. Mais lorsque je consulte le taux de clic, c'est aussi un facteur à considérer. Ou bien le titre n'est pas excellent. Lorsque je consulte la durée moyenne de vue, pour le mois de juin, je suis à 1 minute 50, le mois de mai 2 minutes 45, le mois d'avril 2,24, le mois de mars 2,10, le mois de février 2,06, le mois de janvier 2,15. Donc le mois de juin, on a connu une baisse. Donc il y a un problème quelque part. Est-ce que c'est au niveau du montage? Très très fort probablement. Est-ce que c'est au niveau du choix de la niche, vu que j'ai changé complètement de niche? Auparavant j'étais sur la niche YouTube, donc, comment fonctionne l'algorithme de YouTube, comment avoir des vues, comment... Bon, pour dire clair, auparavant j'étais dans la mentalité du youtubeur, mais je me suis rendu compte que finalement ce n'est pas la bonne mentalité, surtout que je consommais beaucoup plus régulièrement de contenu business, donc j'ai acquis, je ne dirais pas des compétences ou de l'expérience, mais je dirais au moins des connaissances que je pourrais partager de manière gratuite. Si ça intéresse des personnes, tant mieux, sinon tant pis. Donc comme je disais, il y a une baisse au niveau de la durée moyenne de vue, donc c'est probablement au niveau du montage. Et là, j'ai délégué le montage, donc il faudrait réellement que je communique avec mon monteur ou bien avec mon équipe de monteurs pour savoir d'où vient le problème. Et là, j'ai ma chaîne YouTube qui est à peu près, à l'instant où j'enregistre la vidéo, à 1182 abonnés. Et je n'ai pas atteint les 4000 heures de visionnage, donc je ne suis pas encore monétisé. Mais je suis déjà en train de payer des collaborateurs, je suis déjà en train de payer des monteurs, je suis déjà en train de payer des graphistes, je suis déjà en train de payer des community managers. Tout ça, ma chaîne YouTube n'est pas toujours monétisée. Ça, c'est l'esprit. J'estime, du moins j'espère, que là c'est le mindset d'un entrepreneur. Prendre des risques. Prendre des risques. C'est dur, mais j'espère avoir la force de ne pas abandonner. J'espère avoir la force de toujours poursuivre. Quitte à changer de thématique, quitte à changer quelques éléments, mais toujours garder la même stratégie, quitte à changer juste de tactique. Voilà, pour reprendre toujours les concepts évoqués dans le livre de Seth Godin, qui était
Le nom du livre m'échappe. Stick or quit. Donc savoir quand est-ce qu'il faudrait quitter et quand est-ce qu'il faudrait persévérer. Lorsque les gens disent never quit, ça c'est du bullshit. Ce sont des conneries, ce sont des histoires dormies debout. Parfois, il faudrait quitter. Lorsqu'on sent que c'est déjà très très chaud, il faudrait quitter le navire. Il faudrait quitter la scène avant que la scène ne vous quitte. Donc, c'est dur. C'est dur. That is very difficult. Et en réalité même, maintenant je commence à comprendre que le business est à la fois simple et compliqué. Non. Le business est simple. Ce sont des personnes qui génèrent le business qui sont compliqués, qui rendent le business compliqué. Tout business est simple. Parce que c'est quoi le business? Le business, c'est juste avoir un produit et le vendre à une personne et avoir de l'argent en retour. Point barre, c'est tout. Tu as ton produit ou bien ton service d'ailleurs intéresse une clientèle bien précise. Si elle est prête à acheter ton produit, voilà un business que tu as. Maintenant, tu peux bien avoir une personne qui te paye, donc tu as ton produit, tu lui présentes ton produit et te paye rapidement. Est-ce que dans 10 ans, est-ce que tu seras toujours consistant? Est-ce que tu tiendras sur la durée? Voilà la question. Donc là, vous comprenez que le business est simple, mais c'est la personne qui génère le business. Est-ce qu'elle a de la discipline? Est-ce qu'elle a la vision sur le long terme? That is very difficult. Est-ce qu'elle est prête à se sacrifier, à mettre les intérêts de l'entreprise en avant au détriment de ses propres intérêts? Et c'est ce que j'apprends dans le livre de Good to Great de James Collins. Bon, là, j'ai lu le premier chapitre. Le premier chapitre dit que les plus grands leaders, du moins ceux qui ont réussi à faire la bascule entre avoir une bonne entreprise et avoir une entreprise excellente, c'est ce point de bascule. C'est le fait que les leaders de l'entreprise, les CEO, ont su, au moment critique, mettre les intérêts de l'entreprise devant par rapport à leurs intérêts personnels. Donc, ils sont prêts à se sacrifier pour le bien de la boîte. Ça, c'est fort. Ça, c'est extrêmement fort. Et d'abord, c'est en préface ou en introduction, James Collins du livre Good to Great, From Good to Great, disait Good is the enemy for great. Parce que oui, il y a des bonnes écoles, mais est-ce qu'il y a des écoles excellentes? Oui, il y a des bonnes entreprises, mais est-ce qu'il y a des entreprises excellentes? Donc, ce point de bascule entre... En fait, c'est comme les mentions. C'est comme les mentions. Avoir la mention bien. Oui, c'est bien. Mention bien, c'est entre 14 et 15. Maintenant, avoir la mention très bien. Avoir la mention excellente. Excellent, c'est ça qui est écrit. Donc, quitter d'une note de 16, 17 sur 20 à 18, 19 sur 20. Là, c'est un point très important. C'est un peu comme les reviews, les avis sur Amazon. Il y a une différence en termes de chiffre d'affaires entre, par exemple, un livre qui a obtenu des étoiles de 4,2% et un autre livre qui a obtenu des étoiles de 4,4%. La différence entre 4,2 et 4,4 en termes de chiffre d'affaires est exceptionnelle. Cet écart est grandiose. Donc, c'est ça le point de cette vidéo. Les youtubeurs pensent comme des youtubeurs et aussi longtemps qu'ils penseront comme des youtubeurs, malheureusement, je pense qu'ils n'arriveront pas à percer. Ça, c'est mon humble avis. Par contre, dès le moment où on commence à adopter le mindset du business, le mindset de l'entrepreneur, le mindset du marketing, parce que bien évidemment, un entrepreneur doit comprendre le marketing. Parce que le marketing, c'est ça qui permet de générer de l'argent.
une fois que ce point de bascule a été effectué, je crois que j'ai compris qu'il commence à être sur la voie du succès. Et n'oublions pas une chose très importante. L'objectif est de gagner. Point barre. Peu importe les stratégies, tant qu'elles sont légales, tant qu'elles sont licites, même si c'est non éthique, on s'en fout. D'ailleurs, l'éthique dépend de chaque personne. Ce qui est éthique pour moi peut ne pas être éthique pour toi. Ce qui n'est pas éthique pour moi, peut-être c'est éthique pour toi. Donc, l'éthique est à géométrie variable. Tant que c'est légal, moi, j'estime que c'est un avantage ultra compétitif. Tant que tu fais des choses légales, des choses bien que non éthiques ou bien éthiques, ça dépend de l'opinion de chacun. Alors, tu vas réussir. Rechercher un avantage compétitif, un avantage que les gens refusent de faire. Faire des activités que les gens refusent de faire. Et bien évidemment, étant donné que chacun a sa définition de l'éthique, donc tu peux décider de faire des choses non éthiques. D'ailleurs, une personne du nom de Alex Hitchens disait le business, bon, qu'il n'y a pas d'éthique dans le business. C'est maintenant que je comprends cette phrase, cette formulation. Réellement, il n'y a pas d'éthique dans le business. Parce que chacun a sa définition de l'éthique. L'éthique, il y a une géométrie variable. Anyways, quoi qu'il en soit, l'objectif est de win, est de gagner. Point barre. So, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous réussirez, moi le premier, à changer de mentalité, à ne plus avoir la mentalité du youtubeur et commencer à embrasser la mentalité de l'entrepreneur et toujours ne pas perdre le pôle nord, ou bien ne pas perdre le nord. L'objectif est de win, just win. Hasta luego.